présenter une conférence sur le stress. Et pourquoi s'intéresser au stress? Le stress représente quand même 60% des consultations médicales chez un médecin traitant. Donc c'est quand même important, mais il s'agit aussi de définir ce qu'est le stress. Alors le stress, c'est une réponse parfaitement normale de l'organisme. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a une situation stressante, un élément déclencheur, quelque chose qui va nous faire peur, il va y avoir une réponse de l'organisme à cette agression, à cette contrainte. Mais pourquoi? Parce que ça va être bénéfique pour nous. Ça va nous permettre d'éviter un danger. C'est comme on entend une voiture alors qu'on s'apprête à traverser la route et elle klaxonne. Donc ça va nous alerter. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une décharge d'adrénaline, c'est la phase d'alarme. Il y a une décharge d'adrénaline dans le corps. Cette décharge d'adrénaline va nous faire augmenter le rythme cardiaque, augmenter la fréquence respiratoire. Elle va nous faire aussi libérer du glucose dans le sang pour pouvoir justement être réactif et agir immédiatement. Après, il y aura une phase de résistance où il y aura d'autres hormones qui vont se libérer dans le corps, notamment le fameux cortisol qui est l'hormone du stress, et il y aura aussi d'autres hormones, la dopamine qui est l'hormone du plaisir, les endorphines qui sont aussi les hormones du bien-être et la sérotonine qui est l'hormone de l'apaisement et du sommeil. Donc une fois la situation stressante apaisée et contrôlée, il y a une réaction de détente qui s'enclenche dans l'organisme. Et d'ailleurs, souvent, après une situation stressante, on ressent aussi une grosse fatigue. C'est une période de repos où l'organisme va retourner à son métabolisme naturel. Là où le stress devient inquiétant, c'est lorsqu'il persiste. Là, il y aura un dérèglement du métabolisme de l'organisme avec des hormones qui vont être produites quasiment continuellement, dont ce fameux cortisol. Alors, pour pallier les effets négatifs d'une sécrétion excessive et prolongée de cortisol, l'organisme dispose d'un mécanisme de régulation qui est l'hippocampe et qui se situe au niveau du lobe temporal du cerveau. Et l'hippocampe va freiner la sécrétion de cortisol justement puisque le cortisol est toxique pour le corps. Et dans un stress prolongé, important, après cette phase d'alarme, de résistance, on peut avoir une phase d'épuisement. Parce que le cortisol reste élevé et il va du coup manifester son pouvoir anxiogène et dépresseur et entraîner aussi une dégradation de la mémoire et des capacités d'apprentissage. On appelle donc ça la phase d'épuisement et c'est les réactions de notre système nerveux autonome qui n'est plus adapté aux sollicitations de l'environnement. Et là, ça touche un public très large et quel que soit l'âge et le niveau social. Les hormones sécrétées lors d'une situation stressante vont laisser des traces dans l'organisme, générer des radicaux libres et augmenter le dommage oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement prématuré des cellules. Alors ces déchets peuvent se déposer dans les artères, dans la peau, dans les articulations et ça favorise donc le vieillissement prématuré. Donc par exemple, on a les maladies de peau, l'eczéma, le psoriasis, on peut avoir des problèmes de dents, le bruxisme, les névralgies dentaires, des symptômes aussi digestifs, douleurs, diarrhée, constipation, ulcères, maladies chroniques également. Ça peut toucher les muscles avec des tensions, des douleurs, une fatigue musculaire. Ça touche également la sexualité, la reproduction avec une baisse de la libido et même une perte complète des règles, une aménorrhée. Bien sûr, ça atteint le système cardiovasculaire avec un impact important concernant l'hypertension artérielle, l'infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi les troubles métaboliques, le surpoids, le diabète, le cholestérol notamment. Alors, au niveau du cerveau, l'excès de cortisol bloque la production de nouveaux neurones dans les différentes zones du cerveau qui agissent sur l'humeur. Ça va favoriser la dépression, les insomnies, dégradation de la mémoire, des capacités d'apprentissage et des troubles de la concentration. Et également des maladies neurodégénératives. Sur le plan immunitaire également, ça entraîne des défaillances, dont une proportion plus importante d'infections, cancers, etc. Alors cet impact négatif du stress sur la santé, il est à prévenir. Et comment on peut prévenir ça? Eh bien en étant attentif. Attentif aux signaux d'alarme que peut donner notre corps, le niveau physique, émotionnel, comportemental et intellectuel. Alors sur le plan physique, vous le savez tous, on peut avoir des petits troubles digestifs, rougeur, hypersalivation, bouche sèche, bouffée de chaleur, la gorge serrée, même des troubles de la vue, une voix chevrotante.
Au niveau émotionnel, ça va être une irritabilité, une agressivité, une instabilité émotionnelle, des problèmes de dégoût, de tristesse. De la méfiance aussi, la peur du regard des autres, des sautes d'humeur. Sur le plan comportemental, les signes qui doivent nous alerter, c'est quand l'évitement, l'absentéisme, des comportements aussi compulsifs, des achats, compulsivité aussi sur le plan alimentaire, des rituels, mais une fatigue, des conduites à risque, et aussi une fuite des responsabilités, un isolement, puis un retrait social. Sur le plan intellectuel, là, ça va commencer à être des difficultés à raisonner, des difficultés de concentration, on va se sentir moins performant, une diminution du rendement, des hésitations, des trous de mémoire qui vont être plus importants. La perte d'appétit, les douleurs de dos, les maux de ventre, les migraines, tout ça, ce sont des signes qui doivent effectivement nous faire consulter. Et consulter son médecin traitant, il faut en parler avec son médecin, qui pourra juger d'opportunités d'examen complémentaire éventuels, de revoir aussi s'il n'y a pas un effet secondaire d'un médicament qui peut provoquer une anxiété. Mais c'est aussi vous conseiller et vous informer sur des thérapies non médicamenteuses pour diminuer vos symptômes et aussi possiblement un traitement médicamenteux qui permettra aussi de diminuer ces symptômes. Mais il sera vraiment nécessaire de se faire préciser comment les prendre et quelle durée. Donc votre médecin traitant pourra vous informer sur des thérapies non médicamenteuses qui sont efficaces et au besoin vous orienter vers un spécialiste, psychologue, psychiatre, hypnothérapeute, acupuncteur, cure thermale, etc. Et éventuellement vous prescrire un médicament s'il y a besoin. En tout cas, c'est aussi important de vous dire que c'est important d'être attentif à ces signaux d'alarme parce que vous pouvez tout à fait les percevoir bien en anticipation. Et je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a un risque accru d'infarctus, notamment chez les femmes, qui est sous-estimé aussi dans ces conditions. Alors, après, on n'est pas tous égaux dans la manière de faire face au stress que nous percevons. On a des mécanismes de défense qui nous sont propres. Par exemple, si on regarde les personnalités, on peut être de nature plus extravertie, où on va avoir une réponse exprimée, souvent d'ailleurs agressive, ça va être plutôt des gens nerveux, pressés. Ces gens-là ont une faible sensibilité aux dépressions nerveuses, mais on va avoir une expression qui est disproportionnée, une réaction par l'action, qui va sécréter beaucoup d'adrénaline et qui va favoriser les problèmes d'hypertension, d'infarctus notamment. Après, on a les introvertis, avec une réponse qui est plutôt réprimée. Les introvertis sont plutôt des gens anxieux, des faux calmes. Et là, ça va favoriser plus les infections, les ulcères, les rhumatismes, les allergies, les troubles hormonaux notamment. Et il y a l'aspect rationalisation, la réponse contrôlée, neutre, avec réaliste, quelqu'un de posé, pondéré. En tout cas, chacun a un type de réaction émotionnelle face au stress et on a deux systèmes qui vont s'opposer et les émotions peuvent induire des solutions productives ou contre-productives. Le choix qui s'opère au niveau du système de raisonnement est influencé par ces émotions-là. Donc on a le système de raison qui va être sous l'influence, qui va être renforcé ce système de raison par des émotions positives, la connaissance des risques, la motivation, le contrôle inhibiteur. Et le système de pulsion qui va lui être renforcé par des émotions négatives, le stress, la fatigue mentale, les ruminations, la prise d'alcool par exemple. Et ces deux systèmes s'affrontent. Le système de raison va être dans le plaisir à long terme et effectivement le système de pulsion va être dans le plaisir à court terme. Et dans le système à court terme, ça va favoriser toutes les addictions, comme le tabac ou le sucré ou le café, etc. Sur le plan des émotions, en premier, il s'agit d'identifier ces émotions pour pouvoir gérer cet affect et ne pas simplement le subir. Il va y avoir aussi la compréhension de nos émotions, la cause, les conséquences. Ça passe par la notion du besoin psychologique de l'être humain. Les émotions sont induites par des besoins qui sont souvent réprimés ou insuffisamment satisfaits. Il s'agit aussi d'exprimer ces émotions pour réduire l'impact négatif de l'affect sur soi et sur les autres, mais d'une bonne manière, bien évidemment, ça peut être à l'oral, à l'écrit. Il s'agit aussi d'utiliser ces émotions, parce que nos émotions viennent nous informer sur nos besoins, nos limites et nos valeurs, et nos émotions et notre sensibilité sont d'une grande utilité à partir du moment où on arrive à les décoder. Donc une émotion est un signal d'alerte aussi à écouter.
Il s'agit enfin de réguler ses émotions pour trouver l'équilibre qui est propre à chaque individu en fonction de son environnement plus ou moins stressant, de ses relations aux autres. Et comment limiter l'impact du stress sur soi-même? C'est d'abord cultiver sa relation aux autres, parce que les relations affectives et le lien social sont une source de support et de soutien qui sont importants, qui remontent aussi son estime propre, l'estime de soi-même. Donc l'environnement est important, amical, familial, s'accorder des activités de loisirs qui apportent plaisir, détente, qui vont permettre de réguler les hormones. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'endorphine par exemple, des hormones effectivement du plaisir, ça en fait partie. Là, ça peut être varié, les lectures, le cinéma, la musique et le sport. Le sport, c'est effectivement hyper important parce que le sport diminue les tensions, abaisse la pression artérielle élevée en cas de stress et participe à l'équilibre global de l'organisme en diminuant justement ce cortisol au profit des endorphines qui vont être les hormones de bien-être, d'apaisement après le sport. Donc faire du sport est tout à fait bon pour limiter l'impact du stress et réguler les hormones au niveau du corps. Donc après les activités physiques, on parle bien évidemment d'une hygiène de vie. Une hygiène de vie, éviter les excitants, c'est évident, le tabac, l'alcool, les drogues, mais le café également. Donc avoir une hygiène de vie alimentaire et physique, une alimentation équilibrée, variée, des activités physiques, mais vraiment c'est la régularité qui est importante aussi. Il ne s'agit pas de faire un marathon bien évidemment, mais il s'agit de faire une activité physique régulière d'au moins 30 minutes par jour pour réguler effectivement ces hormones. L'importance aussi d'avoir un sommeil régulateur et un sommeil réparateur. Après, pour limiter l'impact du stress, hormis cette hygiène de vie et puis cet environnement social, il s'agit aussi de s'accorder du temps. Du temps pour réfléchir aussi sur soi, sur ses besoins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'oser dire et d'exprimer, apprendre à s'affirmer, exprimer ses émotions en utilisant le jeu, s'autoriser à dire non, recentrer son énergie sur ce qui est modifiable et accepter le changement. Alors cela, ça s'accompagne par des entretiens individuels avec des psychologues, qui peut être très bref. Ça peut être aussi des thérapies cognitivo-comportementales sous forme d'ateliers collectifs qui permettent d'appréhender toute cette gestion des émotions et également de pouvoir aller dans l'affirmation positive et la confiance en soi. Ça, ce sont des aptitudes précieuses pour prévenir et réguler le stress et notre culture, notre éducation ne nous amène pas toujours à les développer autant que nous en aurions besoin. S'affirmer ne signifie pas être agressif ou dominant, au contraire, l'affirmation positive peut se travailler, il n'est jamais trop tard pour la développer. Alors quelques clés, par exemple, pour avoir confiance en soi ou retrouver son estime de soi, c'est connaître ses points forts, ses ressources personnelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, apprendre à dire non, écouter ses limites, se recentrer sur l'essentiel, connaître ses propres valeurs. Il s'agit d'identifier ses croyances limitantes, d'accepter ses erreurs, de pratiquer l'autocompassion et d'apprendre à se féliciter et savoir se valoriser. Ce sont des exemples que je vous donne et il faut se souvenir que personne ne détient l'absolue vérité. Un accompagnement psychologique peut aider à trouver cette affirmation positive et cette confiance en soi. Tout comme les liens sociaux vont renforcer cette confiance en soi également, comme l'activité physique régulière. Limiter l'impact du stress, c'est aussi pratiquer des activités relaxantes, c'est tout à fait recommandé. Alors la relaxation, c'est un moyen simple et efficace pour agir directement sur des symptômes physiques et émotionnels. Il existe différentes techniques accessibles à tous. Alors il y en a plusieurs, la sophrologie, le qigong, le yoga, l'hypnose, l'automassage, la méditation de pleine conscience. Ce sont des approches qui sont extrêmement intéressantes. En tout cas, prendre aussi un temps pour respirer profondément et lentement, aussi souvent que possible, est tout à fait efficace. Donc je vous ai dit, la pratique de la sophrologie va se baser sur la respiration. Il y a différentes techniques qui existent. C'est vraiment une discipline qui existe depuis les années 60 et qui est tout à fait intéressante. On a l'hypnose, et on connaît les vertus de l'hypnose thérapeutique. C'est une pratique ancienne et reconnue et qui est tout à fait intéressante dans les addictions, dans la gestion de la douleur, dans les troubles du sommeil notamment.
Donc comme autre pratique, le Qigong, le Tai Chi, ce sont des arts qui prennent leur source dans la culture chinoise avec des mouvements doux, des respirations naturelles, une présence à soi, et ça permet de se ressourcer. Et il y a également par exemple une nouvelle discipline qui connaît un véritable essor, la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience qui nous vient de Jon Kabat-Zinn dans la fin des années 70, qui était un professeur en médecine, chercheur en biologie moléculaire et qui a découvert le zen très jeune, sous forme de yoga et de méditation. Et il a transposé tout ce qu'il a pu apprendre dans des programmes de méditation, et notamment un programme qui est très connu de 8 semaines, qui est connu sous le terme MBSR, qui est un programme spécifique pour la gestion du stress qui a été créé pour des soignants à la base. Et qui est vraiment très étudié et qui est transposé à des patients maintenant. Et ces bienfaits sur la santé, tant sur le plan psychique que physique, sont de plus en plus étudiés dans le monde. Aujourd'hui, je crois qu'il y a près de 500 études cliniques sur la méditation de pleine conscience. Et on l'a pu, en France, la connaître depuis une vingtaine d'années environ. Et elle a été médiatisée par Mathieu Ricard, qui est un biologiste devenu moine bouddhiste, et puis par un psychiatre non moins médiatisé, Christophe André, qui a introduit à l'hôpital Saint-Antoine des patients à travers de la MBSR et aussi un autre programme de MBCT notamment. En tout cas, la méditation de pleine conscience, elle agit sur la santé, l'attention, la mémoire, la productivité et la gestion du stress. Le fait d'avoir une activité relaxante, par exemple comme la méditation, mais ce qui compte, c'est de la pratiquer de manière régulière. C'est ça qui est efficace. Ça permet une augmentation des capacités attentionnelles, de la concentration, ça a une action sur les inflammations, sur les capacités d'auto-réparation, sur le système immunitaire, sur la régulation des émotions et sur le sommeil. On a également en 2016 découvert aussi l'intérêt sur la plasticité cérébrale, sur le système nerveux. Au niveau cérébral, on peut observer des changements avec une pratique et un entraînement de 30 minutes par jour, des changements sur l'épaisseur corticale de la matière grise et de nouveaux neurones qui peuvent également se former dans l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire et donc la prévention d'Alzheimer. Il y a des choses que vous pouvez aussi apprendre par vous-même, qui s'apprennent aussi dans des ateliers d'activité physique adaptés notamment. Vous aurez aussi certains pour qui l'acupuncture est tout à fait efficace, l'ostéopathie, les massages, le shiatsu, la kinésiologie, etc. Donc c'est vraiment à chacun, et ça c'est personnel, c'est très individuel. Ce qui marche chez quelqu'un ne va pas obligatoirement marcher chez quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est que chacun puisse trouver ce qui lui convient pour justement réguler ses émotions, réguler immédiatement ses émotions quand il sent qu'il est dépassé avec des angoisses pour essayer de limiter. Et là, il y a des techniques intéressantes, comme je vous l'ai dit, la respiration, la cohérence cardiaque. C'est vraiment très efficace pour abaisser quand on sent qu'on va, entre guillemets, péter un plomb. Et bien évidemment qu'il y a quelque chose sur lequel on peut agir consciemment. Mais après, il y a le fond de notre anxiété, de notre stress, où là, effectivement, une pratique régulière d'une activité relaxante à médiation corporelle est tout à fait importante. Et je vous redis, c'est pas dans nos cultures occidentales, et pourtant c'est vraiment très important et très bénéfique pour la santé, et vous allez voir que ça va se développer de plus en plus. La méditation, tai chi, qigong, yoga, mais la lecture, la pêche, des choses aussi qui permettent d'abaisser notre niveau de stress. Alors des techniques, vous pouvez apprendre, parce que voilà, c'est pas si simple que ça, c'est de l'apprentissage. Alors l'apprentissage de techniques de relaxation, il y en a plusieurs. Je vous cite par exemple, il y a le body scan qui est un balayage corporel, la respiration en carré qui est une technique qui nous permet d'agir sur cette respiration et assez immédiatement. Vous avez des applications qui vous permettent aussi, comme Appli Relax, vous avez certaines applications qui vous permettent sur vos smartphones et qui sont tout à fait gratuites, qui vous permettent d'agir directement sur la respiration, comme la cohérence cardiaque, je l'ai cité tout à l'heure. Vous avez le contour du corps, le lieu ressource. Donc ces techniques de relaxation, chacun peut les tester. Vous avez des ateliers collectifs de gestion du stress qui peuvent vous permettre d'appréhender toutes les techniques qui existent et puis de percevoir qu'est-ce qui va être intéressant pour vous. En tout cas, la parole auprès d'une tierce personne neutre, permet d'ôter progressivement la charge émotionnelle liée aux événements vécus, de donner un sens à ce qui vient d'arriver, de se distancier aussi de la situation et d'atténuer les symptômes d'anxiété. Donc la zen attitude,
C'est oser dire. Exprimer ses émotions, je crois qu'on en a parlé. C'est tenir compte des premiers symptômes du stress pour vous alerter, pour se dire tiens, là j'ai des choses, j'arrive plus à faire face, il y a des choses, j'ai mon sommeil qui commence à être un petit peu perturbé, je me sens pas très bien, je commence à un peu déprimer. N'attendez pas, c'est important d'en parler et c'est important aussi de consulter. C'est connaître ses limites. Respecter ses besoins, ça c'est fondamental, et respecter ses besoins physiques par l'activité physique régulière, une bonne alimentation, mais respecter ses besoins psychologiques aussi, c'est fondamental. S'accorder de la détente, prendre du plaisir, pratiquer une activité physique relaxante à médiation corporelle est tout à fait efficace, mais elle est complémentaire d'une activité physique régulière qui est bonne pour effectivement notre santé physique. Une hygiène de vie, une alimentation variée, diversifiée, et effectivement un bon sommeil récupérateur. En tout cas, respirez. Les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est respirer, souffler, revenir à l'instant présent. On est toujours dans une projection et dans l'avenir, d'autant plus dans des situations de vie très stressantes, comme nous pouvons connaître, n'est-ce pas, tous autant que nous sommes, et des situations stressantes au niveau social également. C'est important de revenir à l'instant présent, de respirer, de souffler et de profiter effectivement de cette vie. Et méditer, c'est ramener son attention et se rendre délibérément présent à l'expérience de l'instant et sans aucun jugement. C'est l'une des définitions de la méditation.